Bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation de ce livre, Vivre en philosophe, exercice spirituel antique et contemporain, en présence de M. Philippe Hoffmann et M. Xavier Pavie. Donc on va aujourd'hui vous présenter en quelques mots, les uns après les autres, le projet de ce livre et puis chaque entretien dont ce livre est issu. Puisque, effectivement, Vivre en philosophe est né d'une question assez simple. Pourquoi lire les philosophes du passé aujourd'hui ? Et que peut changer cette lecture dans nos vies ? Et pour répondre à cette question, je suis allé à la rencontre de Philippe Hoffmann et de Xavier Pavie. C'était en juillet 2013, à la Fondation Art, avec Philippe Hoffmann, et en juin 2015, ici à Paris, avec Xavier Pavie. Et ces entretiens ont d'abord été publiés sur YouTube, puis nous avons décidé d'en faire une version enrichie. Donc chacun, Philippe Hoffmann et Xavier Pavie, ont repris leur texte, l'ont enrichi, et je l'ai également agrémenté d'une préface sur la lecture comme exercice spirituel. Donc le livre s'organise en deux entretiens et dans le premier entretien, je le présente rapidement avant de laisser Philippe Hoffmann le présenter plus en détail. Dans le premier entretien intitulé Pierre Hadot et la philosophie antique, Philippe Hoffmann revient sur la pensée de Pierre Hadot, sa manière de comprendre la philosophie antique comme manière de vivre et l'importance qu'il accorde dans ce contexte aux exercices spirituels, mais aussi son parcours philosophique entre néoplatonisme et stoïcisme. Philippe Hoffmann montre comment la lecture patiente, précise, philologique constitue déjà un exercice spirituel, et il en parlera encore une fois tout à l'heure. Dans le second entretien sur la réception des exercices spirituels dans l'espace contemporain, Xavier Pavie adopte une autre approche. Il interroge la pertinence existentielle des exercices antiques pour l'homme d'aujourd'hui. La lecture de ces textes anciens devient alors un outil de transformation personnelle, un moyen très concret d'apprendre à vivre autrement, en actualisant certains principes, certaines pratiques héritées des anciens. La lecture des textes antiques devient un outil de transformation de soi, un moyen de se convertir au choix de vie philosophique. Et là aussi, nous entendrons Xavier Pavie plus longuement sur ce sujet dans quelques instants. Enfin, dans la préface intitulée « Apprendre à lire, apprendre à vivre, la lecture comme exercice spirituel », à la suite de Pierre Hadot, et en écho avec ces deux entretiens, je propose de considérer ces deux approches de la lecture des textes antiques comme deux façons complémentaires d'envisager la lecture philosophique. C'est le premier type de lecture, une lecture scientifique qui cherche à comprendre au plus près les textes, et l'autre existentielle qui cherche à se transformer au contact de ces textes. Ces deux manières de lire les philosophes, l'une tournée vers la compréhension fine des textes, l'autre vers leur réappropriation existentielle, montrent à quel point la lecture peut être bien plus qu'un simple accès au savoir. Elle peut devenir un véritable exercice spirituel, au sens où l'entendait déjà Pierre Hadot, c'est-à-dire un travail intérieur, une transformation de notre manière de percevoir le monde et de nous percevoir nous-mêmes. Donc, ce que je propose de faire dans un premier temps, c'est de vous présenter dans les 10 minutes qui vont suivre comment lire aujourd'hui pour vivre autrement. Donc, cette idée d'exercice de lecture comme exercice spirituel, comme outil de transformation de soi. Quelle place la lecture peut-elle encore avoir aujourd'hui comme exercice spirituel dans nos vies contemporaines ? Et comment peut-elle nourrir une véritable manière de vivre en philosophe ? Donc, je commencerai par rappeler avec simplement une citation tirée des entretiens d'Épictète, en quoi la lecture dans la philosophie antique n'est pas seulement le moyen d'acquérir un savoir, comme je viens de le dire, mais aussi un exercice spirituel, c'est-à-dire, pour le définir avec les mots de Pierre Hadot, c'est-à-dire une pratique susceptible de provoquer une transformation d'ordre existentiel et moral dans le sujet qui la pratique. Ou encore, autre définition de Pierre Hadot, je cite une nouvelle fois, une pratique
destinée à opérer un changement radical de l'être. Au-delà du simple plaisir de lire et de la connaissance qu'elle transmet, la lecture philosophique permet en effet de transformer véritablement la disposition intérieure du lecteur. Les effets de la lecture sont alors plus importants que les connaissances qu'elle apporte, comme l'explique précisément Épictète dans cet extrait des Entretiens au livre 4, l'entretien 4. « Pourquoi veux-tu lire » demande Épictète. « Dis-le-moi, car si tu as comme fin de te distraire ou d'acquérir quelques connaissances, tu es vain et misérable. Mais si tu rapportes ta lecture au but qu'elle doit avoir, quel autre peut-il être, sinon le bonheur? Et si la lecture ne te procure pas le bonheur, quelle est son utilité ?» Ici, Épictète considère la lecture non comme une source de distraction, ni même d'acquisition d'un savoir, mais comme un moyen de se transformer soi-même pour atteindre le bonheur. Alors, peut-on encore aujourd'hui considérer la lecture comme exercice spirituel, c'est-à-dire comme outil de transformation de soi et finalement comme source, comme voie d'accès au bonheur, comme le propose ici Épictète? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous présenter deux manières de lire les textes en vue de la transformation de soi, donc à la manière des anciens. Le premier type de lecture, la lecture scientifique, est un type de lecture qui permet d'adopter un point de vue objectif, ou du moins qui vise la plus grande objectivité possible sur le texte que nous lisons. Il vise à se défaire de tous les préjugés, tous les jugements hâtifs que l'on pourrait faire quand on lit un texte. En d'autres termes, se défaire de nos jugements sur le texte pour le lire avec la plus grande objectivité possible, sans se poser, du moins pour l'instant, la question de sa pertinence. C'est cette lecture scientifique, ce travail scientifique dont parle Pierre Hadot lui-même dans cet extrait que je vous cite. Car pour faire un travail scientifique, il faut s'astreindre à l'objectivité, dit-il. Et l'objectivité ne peut être que le résultat d'un travail de soi sur soi. Il faut se libérer des préjugés et des considérations d'intérêt personnel. Cet exercice spirituel consiste à changer de point de vue, à abandonner le point de vue égoïste et utilitaire du moi de la vie courante pour se hausser à un point de vue universel. C'est là le début de l'objectivité scientifique. Une métaphore peut illustrer cet exercice, celle du regard d'en haut, qui laisse entrevoir le passage du point de vue partial et partiel à un point de vue universel, le détachement et l'élévation que permettent l'objectivité. La recherche du sens voulu par l'auteur, car c'est en cela que consiste la lecture scientifique, la recherche du sens voulu par l'auteur exige cet effort et donc ce choix éthique dont je viens de parler. Fin de la citation. La lecture scientifique des textes antiques, par la recherche d'objectivité et d'impartialité qui la caractérise, est donc pour Pierre Hadot le lieu privilégié dans l'enseignement de la philosophie actuelle d'une pratique des exercices spirituels antiques. C'est un type de lecture qui nous oblige à adopter un point de vue objectif sur le texte et sur le monde, à se déprendre de nos préjugés. Et cet exercice, c'est un exercice qui transforme le regard que l'on porte sur le monde et qui, comme par ricochet, nous transforme nous-mêmes. Notre rapport au monde et aux événements, notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Le travail sur nos représentations aboutit finalement à une transformation de notre manière de vivre, une transformation de soi. Alors, concrètement, cela peut prendre la forme d'un travail d'édition d'un texte, de traduction, d'explication ou bien de reformulation d'un texte. Cela peut être également le travail de commentaire philosophique de ces textes. Ce qui compte, peu importe le travail, c'est la posture que l'on adopte. C'est la disposition intérieure que l'on recherche en lisant ce texte, philosophique ou non d'ailleurs. Le deuxième type de lecture, la lecture méditative, réflexive ou encore existentielle, est un type de lecture qui permet de questionner la pertinence des textes lus pour notre propre existence. Elle vise à méditer, digérer et finalement faire sien le texte que l'on lit, comme suggéré déjà par Sénèque il y a 2000 ans. Non seulement comprendre le texte lu, ce qui est le but de la lecture scientifique, mais se l'approprier, le faire sien et l'intégrer à sa propre existence.
Je vous lis un extrait de la lettre à Lucilius 64. Après 1000 siècles révolus, nous dit Sénèque, l'occasion ne sera close pour personne d'apporter encore du sien. Même si les anciens ont tout découvert, ce qui sera toujours neuf, c'est de connaître, d'employer et d'ordonner les découvertes d'autrui. Les remèdes de l'âme ont été trouvés par les anciens. Étudier de quelle manière, dans quelles circonstances il faut les appliquer, c'est notre besogne. Si nos devanciers ont beaucoup fait, ils n'ont pas achevé l'ouvrage. Pour Pierre Hadot, qui met lui aussi en œuvre ce type de lecture dans ses textes, le philosophe ne doit pas se contenter de lire et d'expliquer les textes antiques, mais aussi il peut aussi en tirer profit pour sa propre existence. C'est-à-dire redonner un sens au texte lu pour sa propre existence. La lecture des anciens, dans cette perspective, est également un exercice spirituel, car elle permet au lecteur de méditer, de ruminer les textes antiques pour en extraire certains principes, certaines pratiques, certaines attitudes, en vue de les intégrer dans sa propre manière de vivre. Et je vous donne un exemple de cette lecture existentielle, méditative, des textes par Pierre Hadot lui-même, qui parle ici de Marc Aurèle et de ses pensées. Oui, nous dit Pierre Hadot, les notations de Marc Aurèle dans son livre sont très précieuses. Il y a dans les conseils que l'empereur se donne à lui-même une extraordinaire lucidité pour déceler tous les dangers qui guettent l'homme d'action. Il faut prendre soin de respecter les autres, de rester parfaitement impartial, d'être totalement désintéressé, de faire le bien sans en avoir conscience, de ne pas s'attacher égoïstement à son action, d'accepter les conseils des autres. Toutes ces remarques ont leur valeur aujourd'hui. Donc on a ici un exemple de cette lecture existentielle de Marc Aurèle, des textes de Marc Aurèle, des pensées pour moi-même, par Pierre Hadot. C'est ce rapport existentiel au texte et aux principes théoriques d'une école philosophique que met également en évidence Marc Aurèle dans cette autre pensée dans laquelle il nous dit, c'est au livre 7, la pensée numéro 2, « Les principes vivent. Comment pourraient-ils mourir à moins que les idées qui leur correspondent ne s'éteignent? Or celles-ci, il dépend de toi de les raviver sans cesse. » Et plusieurs exercices que met en œuvre Marc Aurèle lui-même, plusieurs exercices permettent de faire vivre ces principes philosophiques. Ça peut être tout simplement de relire un passage, ça peut être la reformulation par écrit de ce passage, ou encore la mémorisation d'une formule brève. Marc Aurèle insiste sur cette disponibilité intérieure des principes, avoir les principes à portée de main, comme un pugiliste qui a toujours son poing à disposition pour répondre aux coups qu'il reçoit. C'est une métaphore utilisée par Marc Aurèle lui-même au livre 12 des Pensées. Il faut, dans l'emploi des principes, ressembler au pugiliste, non au gladiateur. Celui-ci n'a qu'à lâcher l'épée dont il se sert et il est tué. L'autre dispose toujours de sa main, il lui suffit de serrer le poing. Et tout comme le gladiateur, le philosophe, nous dit Marc Aurèle, doit avoir à portée de main les principes qui vont lui permettre de vivre en philosophe dans toutes les circonstances, y compris les plus difficiles. La lecture méditative des textes antiques, que je viens de présenter en quelques mots rapidement, par la recherche du sens que ces textes peuvent avoir pour ma propre existence, est ainsi un moyen possible de se transformer soi-même, au même titre que l'écriture ou la remémoration des principes. Concrètement, cela peut prendre la forme d'un travail de tri, de reformulation des textes et des principes qui me semblent pertinents pour mon existence, dans les circonstances qui sont les miennes. Cela peut prendre la forme de l'écriture de formules brèves qui condensent ces principes et que je vais pouvoir mémoriser. C'est précisément le travail que fait Marc Aurèle dans les pensées pour moi-même. Voilà, pour conclure sur cette préface dans laquelle je développe davantage encore ces exercices et l'histoire de la lecture comme exercice spirituel de l'Antiquité jusqu'à nos jours, je dirais que la lecture méditative et la lecture scientifique sont deux manières pour Pierre Hadot et pour nous encore aujourd'hui de lire les anciens. Dans les deux cas, la lecture d'un texte philosophique ne nous met pas seulement en relation avec un contenu ou un savoir, mais d'abord avec nous-mêmes, en réactualisant l'exercice antique de la lecture
il s'agit toujours d'apprendre à lire pour apprendre à vivre. Et si la philosophie vise une transformation profonde de soi, alors la lecture en est souvent le premier pas. Non seulement lire les anciens, mais les lire d'une certaine manière, à la suite de Pierre Hadot. C'est cette manière de lire les textes antiques dont témoignent les 2 entretiens qui composent cet ouvrage. Et je remercie chaleureusement Philippe Hoffmann et Xavier Pavie d'avoir accepté de répondre à mes questions il y a de cela plus de 10 ans et d'avoir bien voulu achever ce projet au long cours par la rédaction commune de cet ouvrage. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention et je vais laisser maintenant la parole à Philippe Hoffmann. Merci beaucoup Maël. Alors, je voudrais, je ne vais pas évidemment résumer l'entretien, mais je voudrais dire une chose, c'est que cet entretien que nous avons mené donc oralement dans le salon de la Fondation Art en 2013 est à la fois conçu comme, de mon point de vue, une sorte d'exercice autobiographique et d'autre part comme un hommage, c'est-à-dire le bilan d'une dette que j'estimais avoir à l'égard de Pierre Hadot, d'un double point de vue scientifique et humain. C'est-à-dire que les deux aspects, si vous voulez, sont véritablement conjoints. Et pour ce faire, nous avons ensemble, par le jeu de questions et réponses, à la fois réalisé une sorte de présentation générale des objets d'étude et des thèmes de pensée de Pierre Hadot, et en même temps, nous avons essayé de dégager la manière dont s'articule dans sa pensée, dans son œuvre, 2 choses qui sont à la fois liées, qui sont liées sans être confondues. C'est-à-dire, d'une part, le travail de recherche scientifique et, d'autre part, ce que j'appellerais des propositions de vie. Alors, il faut, pour les gens qui ne sont pas familiers de son œuvre, rappeler les grandes étapes de la vie et de la carrière de Pierre Hadot, qui a d'abord été prêtre séculier, formé avec très bon enseignement de langues anciennes, latin et grec, et de philosophie au séminaire de Reims. Ensuite, il a été chercheur au CNRS, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, où il avait été élu tout d'abord comme latiniste, au titre de ses travaux sur Ambroise et Augustin. Et il a été élu à l'école pratique des hautes études dans la section des sciences religieuses sur une chaire de patristique latine. Et ensuite, il y a eu un glissement quelques années plus tard sur la chaire dont l'intitulé est toujours vivant, de théologie et mystique de la Grèce hellénistique et de la fin de l'Antiquité. Et puis, sa carrière s'est ensuite déployée au Collège de France. Alors, je ne cesse d'insister depuis quelques mois sur le fait que, fondamentalement, Pierre Hadot est un latiniste, helléniste, philologue et historien de la philosophie. Et il faut rappeler ces ouvrages qui ont marqué l'histoire de la philosophie et aussi de la patristique, puisque sa première publication, avec le savant jésuite Paul Henry, est l'édition des traités théologiques sur la Trinité de Marius Victorinus, un rhéteur latin du IVe siècle, et c'est l'étude de ces traités sur la Trinité qui l'a conduit à étudier Porphyre et initialement le néoplatonisme post-plotinien. Alors, son travail magistral publié en 1968, c'est le fameux Porphyre et Victorinus en 2 volumes, qui est toujours un ouvrage absolument, un ouvrage de référence, un ouvrage incontournable pour tous les historiens de la philosophie, puisque dans ce livre, en fait, il traite de questions qui embrassent la
la durée du néoplatonisme, principalement grec. Et Pierre Hadot a donc consacré ses premiers travaux disons en gros au néoplatonisme post-plotinien, et en même temps il a écrit une contribution qui aujourd'hui encore est un texte fondamental. Précisément, c'était les derniers entretiens de la Fondation Hart auxquels le baron Hart avait été présent sur les sources de Plotin. C'est le très grand article intitulé « Être, vie, pensée chez Plotin et avant Plotin », qui est encore une référence d'usage, je dirais, quasiment quotidienne pour les plotiniens et les néoplatonisants. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, après avoir beaucoup travaillé sur le néoplatonisme, et il avait notamment écrit cette véritable pépite qui est son petit livre sur Plotin ou la simplicité du regard, publié en 1963, plusieurs fois réédité, et que je recommande toujours comme introduction à la pensée de Plotin. En fait, il a ensuite considéré que la proposition de sagesse du néoplatonisme était un peu plus qu'humaine, et il s'est progressivement tourné vers le stoïcisme, non pas le stoïcisme des anciens stoïciens, bien qu'il le connût très bien, mais le stoïcisme de l'époque impériale. Et il faut dire que la rencontre qu'il avait faite de Ilse Traut, qui est devenue son épouse, spécialiste de Sénèque, a certainement joué un rôle dans cette évolution. J'ai eu le grand bonheur de suivre à l'école pratique des hautes études, je crois, peut-être pas la totalité, mais une très grande partie des séminaires qu'il a consacrés à Marc Aurèle, et qui sont un souvenir absolument inoubliable, notamment l'année où il a lu avec nous les pensées de Marc Aurèle dans la perspective de la conscience cosmique, de l'universalisation à laquelle doit tendre le sage. C'était un très très grand bonheur. Il y a d'autres cours aussi dont j'ai conservé un souvenir très frappant. Les séminaires qui, de manière un peu perlée et sur une très longue durée, ont préparé son livre sur l'histoire de l'idée de nature, intitulé Le voile d'Isis, qui a été publié en 2004, Le voile d'Isis, essai sur l'histoire de l'idée de nature, et qui est parti d'une enquête sur l'exégèse de la formule mystérieuse d'Héraclite, la nature aime à se cacher, fusis cryptestai philei. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que Pierre Hadot était un germaniste. Et son œuvre est parcourue d'articles ou de livres qui montrent comment dirais-je, un rapport tout à fait vivant à la littérature allemande. Et son dernier ouvrage, vous le savez, est consacré à Goethe. N'oublie pas de vivre, Goethe et la tradition des exercices spirituels, qui a été publié en 2008, et où, par l'intermédiaire d'un commentaire du second Faust, il fait une sorte de récapitulation sur, en quelque sorte, le menu, le panorama des exercices spirituels qui ont été légués par l'Antiquité, et dont il ne manquait pas une occasion non plus de rappeler qu'ils étaient extrêmement importants pour comprendre Rousseau. Par exemple, les rêveries du promeneur solitaire, les expériences de Rousseau sur le lac de Bienne, etc. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que fondamentalement, Pierre Hadot est un historien et un philologue. Et le soin qu'il a apporté à lancer l'entreprise des traités de Plotin, qui sont vraiment son grand œuvre, lancé en 1988, je crois, par le traité 38, auquel il avait consacré de nombreux séminaires à l'école pratique et au Collège de France, le soin qu'il a
apporté à, comment dirais-je, à concevoir la matrice, le paradigme des volumes de cette collection, montre toute la palette, finalement, toute la palette de ses compétences. C'est-à-dire comme traducteur et connaisseur du grec et de ce grec si difficile qu'est la langue de Plotin, l'attention aussi à tous les problèmes d'édition de texte, parce que cette traduction est fondée sur l'édition d'Henri Eschwitzer, dont vous savez qu'il y a toute une série d'états de la réflexion, mais Pierre Hadot lisait Henri Eschwitzer avec un esprit critique et les traductions sont accompagnées de listes de corrections, de propositions d'amélioration du texte grec. Et donc, attention à l'édition critique, traduction, et puis ce chef-d'œuvre d'exégèse qui est une sorte de commentaire perpétuel, hein, au sens grec du terme, une sorte de paraphrasis au sens positif et noble du terme, qui vise à épouser la pensée de Plotin. Parce que Pierre Hadot était en fait le contraire d'un philosophe analytique prenant en quelque sorte une distance critique à l'égard des textes pour les déconstruire, je ne sais comment dire, et ce qui l'intéressait était de se couler en quelque sorte dans le flux du surgissement de la pensée de Plotin, ce qui fait que le premier volume de la collection est un pur chef-d'œuvre. Alors, je dirais deux phrases de plus, c'est que ce travail d'historien et de philologue de Pierre Hadot, c'est ce que j'ai expliqué au mois d'octobre, s'inscrit dans le très puissant mouvement d'édition et de commentaire des textes philosophiques grecs, qui a été un événement majeur en France, en Allemagne et ailleurs depuis le 19e siècle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre effectivement la qualité de son travail sans voir dans quelle tradition d'histoire philologique de la philosophie il s'inscrit. Alors, je voudrais, dans une deuxième partie, essayer de réfléchir à la façon dont s'articule en lui, dans sa pensée, le travail scientifique et d'autre part, cette autre dimension que j'appelle une proposition, des propositions de formes de vie. Et je crois qu'il importe de ne pas confondre les deux choses et surtout de ne pas réduire l'apport de Pierre Hadot à une sorte de spiritualité un peu vague, si vous voulez, un peu low cost, si vous permettez cette expression. Il y a un point auquel j'ai réfléchi. En fait, il s'inscrit, parmi plusieurs sources possibles, dans une tradition assez française d'humanisme. Hein, c'est-à-dire que c'est la tradition de l'humanisme des XVIe et XVIIe siècles, qui elle-même remonte à Cicéron et en Grèce. Alors, nous parlons beaucoup de Platon, des stoïciens, mais il y a un auteur extrêmement important qui explique la tradition humaniste, c'est Isocrate. Isocrate a consacré plusieurs textes extrêmement intéressants à décrire ce qu'est la culture, la paideia. Alors, pour lui, c'était essentiellement la culture littéraire, puisqu'Isocrate avait des relations plutôt conflictuelles avec Platon et n'aimait guère le rôle des sciences et considérait que Platon était un héristite. Bon. Mais Isocrate considérait que la paideia devait fondamentalement modeler de l'intérieur l'âme des personnes cultivées, par l'intermédiaire notamment de la pratique de la littérature et des hautes pensées véhiculées par la littérature. Et il y a dans un texte d'Isocrate une expression grecque qui, à mon avis, livre la clé de ce dont nous parlons ce soir. Isocrate dit qu'au fond, l'intérêt de la paideia est de créer ce qu'il appelle hexis tes psyche, c'est-à-dire une disposition stable de l'âme.
Et il emploie le mot exis dans un sens qui n'est pas très différent de celui que l'on trouve dans le lexique aristotélicien. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire à l'intérieur de l'âme, par la pratique de la culture, une disposition fondamentale, une disposition stable, c'est-à-dire de créer une sorte de modification intérieure. Et alors, tout part de là. C'est quelque chose qui est très important dans l'âge classique grec. Et puis après, ça passe par Cicéron, et on retrouve ça dans la tradition de l'humanisme français et européen. Alors je crois que Pierre Hadot s'inscrit, entre autres sources possibles évidemment, dans ce mouvement humaniste, avec l'idée selon laquelle la littérature, parce qu'il était aussi lecteur des poètes, et la littérature philosophique ont cette fonction, disons, au meilleur sens du terme, civilisatrice. Alors, il s'est livré à une opération qui permet d'éviter toute confusion entre les genres et qui est inspiré, qui lui est inspiré, il le dit à 2 ou 3 reprises, par le travail de l'exégète allemand du Nouveau Testament, Bultmann, qui consiste à démythologiser, c'est-à-dire à faire mutatis mutandis sur les textes philosophiques grecs, quelque chose qui a pu être fait sur les Écritures et sur notamment le Nouveau Testament. C'est-à-dire à distinguer entre une gangue contextuelle, éventuellement caduque, et d'autre part un noyau de sens qui peut toujours être activé. Par exemple, pour le stoïcisme, l'exemple des pensées de Marc Aurèle est très clair. Ce que Pierre Hadot, dans ses séminaires, attirait beaucoup l'attention sur les pensées de Marc Aurèle, dans lequel celui-ci dit soit la nature, c'est-à-dire la cosmologie stoïcienne, soit les atomes. Au fond, il faut, dans les 2 cas, quelle que soit l'hypothèse de physique que l'on retienne, se concentrer sur l'instant présent, n'avoir d'action que en ayant égard à la communauté rationnelle entre les hommes, etc. Et ça nous donne, si vous voulez, un peu la clé de lecture. C'est-à-dire que vous prenez la philosophie stoïcienne d'époque impériale, vous faites un travail un peu d'exérèse entre une physique, une cosmologie qui n'ont plus de pertinence autre qu'historique pour nous, hommes des 20e et 21e siècles, et ça permet d'isoler, presque au sens chimique du terme, d'isoler une proposition, une manière d'être. Alors ce sont les fameux topoi sur lesquels Marc Aurèle rédige quotidiennement ses exercices par écrit, et qui seraient inspirés par des entretiens, notamment dans le livre 3 d'Épictète, c'est-à-dire la discipline du désir, qui consiste à évidemment distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et à ne faire porter notre tendance que vers ce qui dépend de nous, la discipline de la représentation, qui consiste à n'admettre que des pensées objectives, et puis la troisième discipline, je ne sais plus trop dans quel sens il faut les citer, qui gouverne en fond l'éthique et la politique, c'est-à-dire se conduire à l'égard des autres hommes en ayant constamment à l'esprit le fait que ce sont des êtres rationnels avec lesquels nous partageons une communauté. Alors l'idée, c'est que en séparant en quelque sorte un certain nombre de propositions de conduite qui donc ne se réduisent pas à l'éthique, c'est-à-dire que ces exercices ne sont pas réductibles à la seule éthique, en séparant cela du contexte scientifique, de philosophie de la nature notamment, on peut dégager ce que j'appelle des propositions
qui comment dirais-je, conserve un sens extrêmement puissant, praticable pour les hommes contemporains. Et quant à ces fameux exercices spirituels, on a beaucoup discuté sur le sens du mot spirituel. En fait, ça signifie des exercices qui sont pratiqués par la pensée et dont l'enjeu concerne la totalité du comportement humain, dans la façon d'appréhender les événements, les coups du sort, heureux ou malheureux, de régir sa pensée selon un idéal d'objectivité et aussi de se conduire avec ce qui est la vertu rectrice, c'est-à-dire la justice. Et évidemment, il vaut mieux entendre le terme askésis, le terme grec askésis, qui figure dans les titres de ces deux entretiens très importants d'Épictète au troisième livre. Alors, il est évident que pour Pierre Hadot, le stoïcisme était en fait un terrain d'exercice, si j'ose dire, plus praticable que le néoplatonisme. Certainement pas le néoplatonisme tardif avec ses extravagances. Et il y a une chose très intéressante, c'est qu'il n'a jamais étudié ni aimé Proclus. Ça, c'est vraiment frappant. Il a été très intéressé par Damasius et qu'il a immédiatement, ses premiers écrits, rapproché de Wittgenstein, mais Proclus ne l'a jamais beaucoup intéressé. Pour lui, c'est véritable de la mécanique cérébrale. Et même si il a écrit sur la dimension du développement théurgique du néoplatonisme, mais en fait, c'est Plotin et la douceur de Plotin qu'il faut retenir et qu'il retenait certainement. C'est-à-dire ces passages biographiques ou ces textes de Plotin dans lesquels est prônée une manière d'être qui est celle de la douceur. Alors, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'en fait, cet aspect de Plotin auquel Pierre Hadot a été sensible s'inscrit aussi dans une longue tradition de la pensée grecque. Il y a un livre auquel on ne pense pas nécessairement en parlant de Pierre Hadot, c'est le livre, à mon avis, très beau de Madame de Romilly, consacré justement à l'idéal de douceur dans la pensée grecque, et son corpus est bien de la littérature classique, mais on voit qu'il y a certainement des formes de... Alors, je termine vous m'avez posé la question des vertus de Pierre Hadot, justement. Alors, j'ai fait une petite liste, un peu à la manière, enfin, beaucoup plus modeste, en pensant au livre 1 des Pensées de Marc Aurèle, vous savez, où il explique toutes les vertus dont il a vu le spectacle chez ses maîtres. Et là, j'ai fait un certain nombre, j'ai proposé quelques exemples. Et la douceur, et notamment, était je terminerai par ça. C'était vraiment une manière d'être chez lui qui avait quelque chose, je trouve, d'assez plotinien, en fait. Cette douceur dans la manière de parler, de se comporter, et qui frappait tous les gens qui l'ont fréquenté ou qui ont écouté suivi ses séminaires. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. Je laisse maintenant la parole à Xavier Pavie pour nous présenter ce deuxième entretien. Merci Maël et merci Philippe de me donner la parole et d'avoir la chance qu'on partage ensemble ce travail que nous avons accompli tous les trois. Et peut-être qu'en guise d'introduction, j'aimerais dire que ce n'est pas un travail désincarné. J'ai eu la chance d'avoir
Philippe dans mon jury de thèse, peut-être rapporteur même, je ne sais plus, puis de HDR également, et j'ai eu la chance aussi d'être dans celui de Maël. J'ai accueilli un texte de Philippe dans un des ouvrages que j'ai publiés à partir de Pierre Hadot, et également je publie dans ceux de Maël. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de riche, je trouve, dans notre relation à tous les trois, et c'est important parce qu'un travail d'une dizaine d'années, de cette manière-là, qui s'associe de manière aussi longue et de manière aussi riche, est quelque chose que je souhaitais souligner, et que je souhaitais souligner aussi parce que, d'une certaine manière, je me détache un peu de ce qui a été dit. J'essaie d'aller non pas à l'encontre, mais au-delà de cela, et depuis le début. Mes travaux ont cherché, et cherchent toujours d'ailleurs, à regarder au-delà de Pierre Hadot, au-delà des exercices spirituels de l'Antiquité. Ma problématique, elle est qu'est-ce que l'on fait des exercices spirituels aujourd'hui? Donc la partie antiquisante, absolument brillamment rappelée par Philippe Hoffmann, est absolument déterminante et cruciale dans la façon avec laquelle j'ai pensé l'exercice spirituel. J'ai croisé Pierre Hadot, j'ai eu la chance d'avoir une correspondance avec lui intéressante sur des éléments très précis, j'en parlerai peut-être rapidement, mais des éléments très précis qui m'ont permis d'éclairer. Il n'empêche que mon propos n'est pas celui d'un antiquisant. Mon propos est de dire qu'est-ce que l'on fait des exercices spirituels ou comment est-ce que l'on peut avoir des exercices spirituels ici et maintenant. Et c'est cette dimension-là que dans l'ouvrage, j'essaye de repérer, qui sont à partir de mes différents travaux et que je continue d'explorer, ne sachant pas jusqu'où ils s'arrêteront, mais qui vont prendre plusieurs formes. Ça peut être la responsabilité aujourd'hui, ça peut être des formes nouvelles d'innovation, ça peut être des formes différentes. Et c'est véritablement ce que j'ai essayé de travailler dans la réponse aux questions de Maël. Alors pour ça, il faut commencer par un point de départ, c'est-à-dire à partir de quand pouvons-nous imaginer qu'il y a de l'exercice spirituel dans l'espace contemporain? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait des espaces compliqués? Et là, je prends plutôt la fin des travaux de Pierre Hadot, mais également conjointement avec celui qui l'a aidé à rentrer au Collège de France, c'est Michel Foucault. C'est-à-dire c'est Michel Foucault qui aide Pierre Hadot à rentrer au Collège de France. Et dans cette articulation-là, il y a Michel Foucault qui, aux États-Unis, dit « Ah, mais il y a quelqu'un d'intéressant à regarder qui pourrait peut-être rentrer au Collège de France », et c'est Pierre Hadot. Il y a un travail qui se répond, qui n'est pas conjoint, mais qui se répond, qui s'articule avec la fin de l'Antiquité et la reprise des exercices spirituels sur lesquels je ne reviens pas, parce qu'ils ont été parfaitement expliqués. Eh bien, c'est cette reprise-là par le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a un très grand travail qui est fait, à la fois par Pierre Hadot, parce qu'il a été rappelé qu'il a été prêtre, mais il s'en est écarté aussi de la religion. Et puis regardez pourquoi il s'écarte de la religion. Et puis Michel Foucault qui fait ce travail en disant, mais regardez ces exercices spirituels dans l'Antiquité, comment ils sont repris par le christianisme de manière très exactement identique, y compris dans la façon de s'habiller chez les cyniques, y compris dans la façon de méditer. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension clé qui absolument me passionne à ce moment-là, et je regarde ce grand passage vers autre chose. Et ce vers autre chose qui m'intéresse va être la reprise de l'exercice spirituel telle qu'elle a été dans l'Antiquité, mais dans un espace plus contemporain. Alors après le christianisme, qu'est-ce qui va être repris? Eh bien, c'est intéressant de voir comment Philippe a parlé de l'humanisme. Parce que l'on pourrait dire, c'est une hypothèse que l'on formule ici, que c'est à partir de l'humanisme d'Erasme. Par exemple, que ça va être repris, qu'il va y avoir une recherche de l'humanisme qui se détache néanmoins d'une partie religieuse. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas dans le contemporain, mais qui nous aident. La période classique, la période moderne. Je vais penser à Descartes, bien sûr. Dans quelle mesure cette question du doute peut être un exercice spirituel? Cette question de Montaigne, également, qui va m'intéresser avec son fameux Philosopher, c'est apprendre à mourir, dans lequel on ne peut s'écarter par rapport aux anciens. Mais de manière un peu plus spécifique, parce que Montaigne va être, d'une certaine manière, le premier à ne plus avoir une dissociation entre les stoïciens, les cyniques, les épicuriens, par exemple, mais avoir ce mélange-là. Un mélange physiquement que l'on peut voir encore aujourd'hui. Il vous suffit de faire un stop si vous allez dans le sud-ouest, dans sa tour, dans lequel vous voyez au-dessus de son lit les poutres qui sont gravées avec les phrases des uns et des autres. Il y a donc un mélange intéressant. Et donc je m'intéresse à ce mélange-là comme lieu de passage. Lieu de passage vers le contemporain qui peut être aussi associé avec un Rousseau.
un Rousseau, et c'est Barbara Carnavelli, corrige-moi si je me trompe, mais qui avait parlé de rousseauisme comme exercice spirituel, par exemple. Et puis, il y a Kant, la métaphysique des mœurs, dans quelle mesure il n'y a pas, là encore, de l'exercice spirituel chez Kant. Autrement dit, ce passage-là, entre l'exercice spirituel antique, l'exercice spirituel repris par le christianisme, le passage classique, moderne, nous intéresse et sont finalement, et c'est très important parce que Pierre Hadot dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a encore de l'exercice spirituel aujourd'hui? Et il va citer Darcy, il va citer Siger de Brabant, par exemple, il va citer des pointillés qui nous permettent aujourd'hui dans cette salle de parler d'exercice spirituel et non pas être confisqués, ça c'est un terme de Michel Foucault, confisqués par le christianisme. Eh bien cette dimension-là, il va me falloir délimiter à quel moment on peut parler de contemporain. Contemporain, c'est compliqué, il y a plein de définitions, Giorgio Agamben en donne une définitive, si l'on peut dire, mais il y a plusieurs espaces qui peuvent nous le dire. Il faut prendre une date et je la donne, ou je la note, ou je la qualifie avec Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, on est au fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, où l'on va avoir ce philosophe américain, dit le premier philosophe américain né sur le territoire américain, qui va justement regarder cette question, non pas d'exercice spirituel tel qu'il va les utiliser, mais la façon avec laquelle cela va être repris, sans évidemment oublier Henry David Thoreau, qui d'ailleurs lui-même avait fait l'objet chez Pierre Hadot d'un petit texte, parce qu'il avait pris cette phrase de Henry David Thoreau qui est intéressante, il y a de nos jours pas de philosophes, mais des professeurs de philosophie. Donc, si vous voulez, il y a un lien entre tout cela. Il y a un lien qui est, en tout cas que j'essaye, cohérent, en tout cas que j'essaye tisser entre toute cette histoire-là et cette reprise. Alors, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce qu'il y a d'abord des philosophes qui reprennent les exercices spirituels antiques, exactement de la même manière? Par exemple, la lecture que Maël propose. La réponse est oui. C'est-à-dire que quand on regarde les textes, je pense à ceux de Michel Foucault, je pense à ceux de Wittgenstein par exemple, ou encore Stanley Cavell, ils vont de manière très explicite dire que la lecture est un exercice spirituel. C'est-à-dire que l'écriture en est un également. La façon avec laquelle on va pouvoir méditer. Donc il y a bien une reprise dans la philosophie dite contemporaine, Emerson, on va dire par exemple jusqu'à Stanley Cavell, par exemple, ou Hilary Putnam, par exemple, eh bien, on va avoir cette véritable reprise d'exercice spirituel exactement de la même manière. Mais ça ne me suffisait pas. Je me suis dit, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir d'autres, je mets les guillemets, nouveaux exercices spirituels pour aujourd'hui, tels qui nous intéressent? Cette dimension-là est frappante pour moi parce que Michel Foucault insistait toujours en disant « Les solutions d'un autre temps sont-ils valables pour le nôtre ?» Et cette dimension-là, peut-être que oui, sur la lecture, sur l'écriture, sur la méditation, sur l'ascèse, la diététique, etc. Peut-être que oui, mais peut-être que pas seulement. À ce titre-là, je parle d'ontogenèse des exercices spirituels. Alors, pourquoi ontogenèse d'exercices spirituels? C'est le fait de désigner des transformations structurelles observées dans un exercice spirituel antique, mais qui lui donnent une autre forme originale. Et pour cela, on peut en trouver plusieurs qui ne sont pas à proprement parler dans l'Antiquité, mais qui pourraient avoir un sens avec des philosophes contemporains. Je prends l'exemple de l'art. John Dewey, philosophe américain, pour lui, l'art n'est pas du tout un immatériel, et je vais citer quelques phrases, dont la valeur serait spirituelle ou artistique, mais elle a une fonctionnalité globale. Je cite John Dewey. L'art sert la vie plutôt qu'il n'en prescrit un mode déterminé et limité. Il revivifie notre attitude à l'égard des circonstances et des exigences de l'expérience ordinaire. C'est-à-dire que John Dewey va prendre l'art comme on aurait pu remplacer par exemple la lecture ou l'écriture. L'art va avoir un acte spirituel sur nous-mêmes, qui va jouer à la transformation de nous-mêmes. L'art engage la vie, dans son existence, dans son quotidien, puisqu'il agit en tant que tel. Si nous sommes confrontés à une œuvre d'art, nous pouvons en ressentir quelque chose. Il est transformateur. Et cette dimension-là nous permet, je cite une nouvelle fois John Dewey,
notre pouvoir d'appréhender le monde dans sa plénitude. Autrement dit, notre regard, grâce à l'art, peut changer sur le monde. Et à ce titre-là, on peut dire qu'il est transformateur, ainsi que Marc Aurèle, ainsi que Sénèque ou Épictète, tous les autres, vont chercher des outils de transformation. L'outil en tant que tel n'est qu'un moyen. Eh bien, l'art peut en être un. Je le cite une nouvelle fois. L'expérience consiste entre l'interaction du produit artistique avec un individu. Elle varie donc selon les personnes. Elle change pour la même personne, selon les moments, dans la mesure où elle apporte quelque chose de différent. Il n'y a aucune différence avec la lecture de Maël tout à l'heure. Quand il dit ce qui est important, c'est les effets de la lecture. Pas tellement, parfois, ce que l'on pourrait avoir d'un point de vue scientifique, mais les effets en tant que tels. C'est la même chose pour l'art. Dans quelle mesure cette confrontation à l'art, et pensons à l'art contemporain, pensons à l'art moderne, pensons à une art de la Renaissance par exemple. Si nous sommes à la Chapelle Sixtine ou si nous sommes face à une œuvre de Jeff Koons par exemple, dans les deux cas, il se passe quelque chose. Eh bien c'est ce passe quelque chose qui nous intéresse en tant que tel. Cette dimension de l'art est un exemple que j'explore, notamment dans le livre, en posant la question dans quelle mesure ça peut l'être. Mais pas seulement. La question du corps. Cette question du corps est complexe. Elle est utilisée dans la philosophie antique. Et quelques instants avant notre réunion de ce soir, nous échangions avec Philippe sur le fait que lorsqu'on regarde le lycée d'Aristote à Athènes, on est extrêmement surpris de voir la taille consacrée à la gymnastique, qui dépasse 60% du terrain. Eh bien, cette dimension fait que le corps est fondamental et très important dans l'Antiquité. Évidemment, il est repris, transformé, utilisé à une autre fin par le christianisme, mais il est récupéré ensuite comme exercice spirituel contemporain. La philosophie contemporaine s'approprie le corps comme exercice. Et il y a une pensée avec les philosophes pragmatistes qui rappellent que le corps est une dimension essentielle, fondamentale de l'individu. Le corps n'est pas qu'un objet, ce qu'aurait pu en faire par exemple le christianisme, mais je cite ici notamment Richard Schusterman, il fonctionne comme la conscience incarnée propre à un individu. On va appeler ici le soma. L'intégration du soma, du corps, dans la pensée, a pour objet de venir travailler sur la connaissance de soi. La connaissance de soi par le corps. Ce qui n'est pas négligeable, c'est que l'on va, notamment dans la philosophie contemporaine, pouvoir avoir des articulations avec les découvertes scientifiques. Par exemple, à quel endroit vont se trouver également nos problématiques de corps, la façon avec laquelle notre estomac, notre regard, la façon avec laquelle on peut ressentir les choses, vont avoir une action sur la façon de connaître un peu mieux notre spiritualité ou notre exercice spirituel. Nous avons donc non pas simplement une connaissance de soi par l'âme, mais une connaissance de soi somatique. Celle-ci recouvre la même essence que l'appel socratique ou l'appel de la pitié avec le connais-toi toi-même, tout en ayant néanmoins une finalité différente. La connaissance de soi, dite socratique, on connaît toutes les limites du connais-toi toi-même, bien sûr, de Gnosis et Othon, mais qui s'adresse à l'âme pour établir une transformation. Son objectif est de changer, modifier, transformer le comportement, la transformation de l'individu. Quand on parle de la connaissance de soi somatique, du corps, elle s'adresse non seulement à l'âme, mais également à son corps, et dans une même mesure. Il s'agit d'effectuer une connaissance de soi qui va articuler autant l'âme que le corps pour donner naissance à une nouvelle connaissance. Et cette dimension, elle n'est pas véritablement chez les anciens en tant que telle. Et l'objectif n'est pas moins une transformation holistique du corps. Les dimensions d'amélioration esthétique, morale, spirituelle, désormais s'entrelacent aussi avec comment j'utilise mon corps, comment je fais mon corps. Et cette dimension-là, je le dis non pas de manière provocante, mais pour que vous compreniez mieux la façon avec laquelle j'élabore mes recherches, eh bien, je les ai poussées à l'extrême, en m'interrogeant quand un Michel Foucault va fréquenter des bars gays, des saunas libertins, où il va écrire dessus, où il va exploiter cette recherche, ce matériau-là, et dans quelle mesure y a-t-il ou non ici une action sur son exercice spirituel, sur sa spiritualité. Et cette dimension-là n'est pas à exclure.
Il n'y a pas de sujet tabou dans la spiritualité, et il n'y a pas non plus à regarder comment tout un chacun va le faire. Je n'ai pas de jugement de valeur derrière cela, je m'interroge simplement sur quelqu'un qui, à l'occasion de son travail spirituel, va utiliser son corps, par exemple, à travers la sexualité. Cette dimension-là conserve une dimension importante qui pourrait être appelée une forme de corps spirituel, c'est-à-dire un corps comme matériau d'exercice spirituel qui peut permettre d'amener une transformation de soi. Eh bien, cette dimension-là fait que nous avons une nouvelle forme d'exercice spirituel. L'art, donc, le corps ensuite, et il y a une dimension qui est plutôt foucaldienne, qui va être faire de sa vie une œuvre d'art. Alors, faire de sa vie une œuvre d'art, l'esthétique de l'existence, est regardée de manière très foucaldienne. C'est lui qui va effectivement marquer ça. Prenons néanmoins de la distance, puisque quand on trace le fait de dire que faire de sa vie une œuvre d'art, quand on retrace ça, en fait, on s'aperçoit qu'elle est... le nom m'échappe à l'instant de cet auteur anglais, notamment de pièces de théâtre. Ça m'échappe à l'instant. Les Profundis, c'est... Oscar Wilde. Oscar Wilde, merci. Oscar Wilde, qui a notamment utilisé cette dimension-là. Et puis, auparavant, il y a Wainwright, qui écrit également la question de dessiner son existence. On le retrouve chez Nietzsche. Et puis, si on va plus loin, Épicrate, en fait, est le premier. Épicrate est le premier, quand il va décrire quelqu'un, il va utiliser la question de l'esthétique de l'existence, ou dessiner son existence. Eh bien, cette question de l'esthétique de l'existence m'a particulièrement intéressé, et je cite ici Foucault. « Si je me suis intéressé à l'Antiquité, c'est que pour toute une série de raisons, l'idée d'une morale comme obéissance à un code de règles est en train maintenant de disparaître, a déjà disparu. Et à cette absence de morale doit répondre, une recherche qui est celle d'une esthétique de l'existence. Autrement dit, dans la pensée contemporaine, il y a cette notion de modernité, de rapport au présent, d'établir une forme de vérité à soi-même qui se fait à partir de comment je veux conduire ma vie et comment je dois conduire ma vie pour dessiner mon existence. Cette dimension-là est importante, et notamment parce qu'il y a eu une controverse avec Pierre Hadot sur ce point précis, en disant, mais Pierre Hadot balaye d'une certaine manière d'un revers de main en disant, mais Foucault parle de style de vie, en fait, c'est pas du tout un style de vie. Il prend Michel Foucault au pied de la lettre, c'est-à-dire le fait d'y avoir, justement, comme Oscar Wilde, un peu de dandysme derrière cela, et Foucault n'écarte pas cette dimension-là, mais il y a quelque chose de bien plus profond. Et c'est là que se noue une correspondance que j'ai eu la chance d'avoir avec Pierre Hadot, où, je garde précieusement cette lettre, où il dit « J'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être effectivement négligé. » Tout ça, c'est finalement une bataille de mots, et je comprends très bien ce que Michel Foucault a voulu dire. Mais c'est très tard, et on est plutôt à la fin de la vie de Pierre Hadot, Michel Foucault étant déjà mort depuis très longtemps. Cette volonté d'esthétique de l'existence s'articule avec une optique mélioriste. Alors William James, par exemple, un pragmatiste, également dans la philosophie mélioriste, qui cherche l'amélioration de soi. Donc ça, on est dans le 19e, 20e siècle. C'est à la fois le travail sur qui on est, ce que l'on souhaite être, et d'autre part, l'entraînement, l'exercice pratique à faire vivre. Et cette dimension-là est clé parce que dessiner son existence, c'est la façon avec laquelle on va essayer de devenir quelqu'un. Et devenir quelqu'un qui est très nietzschéen en tant que tel, mais cette notion très importante de comment je deviens quelqu'un. Je fais une parenthèse. Pierre Hadot est celui qui m'a notamment fait découvrir Louis Lavelle. Et Louis Lavelle était celui qui dit « Mais le connais-toi toi-même, ça n'existe jamais. Ça ne peut pas exister. On ne se connaît jamais soi-même. Parce qu'on est toujours en train de devenir. » Eh bien, cette esthétique de l'existence est reprise de cette manière-là avec Michel Foucault, tel qu'il veut dessiner son existence. Je le cite ici. « Donner un style à sa vie au prix d'un patient exercice et d'un travail quotidien. » Foucault insiste dans cette dimension-là parce qu'il va utiliser les métaphores de l'art, du travail artistique. Et donc, c'est rigueur, exigence, exercice, entraînement. Et c'est ce travail répétitif, ce travail quotidien sur soi, son style d'être,
qui va faire en effet une certaine actualisation des exercices spirituels. Ce travail permanent de Foucault, je le cite une nouvelle fois, ce qui fait l'intérêt principal de la vie et du travail est qu'il vous permet de devenir quelqu'un de différent de ce que vous étiez au départ. Eh bien, il y a certes de la radicalité derrière Foucault, mais il y a non moins de l'exercice spirituel pour l'espace contemporain qui est le nôtre. Et cette radicalité, le dit-il encore une fois, la philosophie, la vraie vie, ne doit-elle pas être obligée d'être une vie radicalement autre? Alors, si les philosophes antiques développent des exercices spirituels, ça a été rappelé, c'est parce que l'ordinaire, le quotidien est rempli de maux, d'obstacles, de problématiques, de tristesse, de passions inassouvies, et qu'il faut essayer de vivre avec. Eh bien, cette question de vivre avec, Foucault va dire, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent, mais c'est également une lutte pour lutter contre ce que va dire Stanley Cavell, lutter contre le quotidien, contre l'ordinaire qu'il nomme tel quel le désespoir tranquille, qui est tout à fait contemporain comme expression, lutter contre le désespoir tranquille tel qu'il peut arriver. Alors, et je conclurai avec ça, ce que j'ai essayé de faire ici, mais qui sont toujours mes travaux en cours, puisque c'est l'espace contemporain, eh bien, c'est d'essayer de dire que l'exercice spirituel naît dans la philosophie antique, et Foucault, Hadot le dit de manière très claire, il dit toute la philosophie antique est exercice spirituel, et il n'y a pas de doute. Néanmoins, ce qui m'importe, c'est l'ici et maintenant, et comment est-ce qu'on peut essayer, non pas de dépasser Hadot et Foucault, mais d'aller au-delà, et c'est ce que j'ai essayé de faire à la fois dans le livre et avec vous ce soir. Merci beaucoup, merci Xavier, merci beaucoup Philippe Hoffmann. Nous pouvons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, peut-être ma lecture très sommaire de Pierre Hadot m'a induit à me poser cette question à la lecture de ces travaux. Comment on peut poser une ascésis sans homoiosis théo? C'est-à-dire comment établir une hiérarchie de mode de vie auquel conduira donc auquel un exercice spirituel conduira, sans poser un modèle sur lequel baser un modèle transcendant ou divin sur lequel baser cet exercice. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut fonder une hiérarchie de mode de vie si on ne pose pas un modèle. Et je pense que la plupart des auteurs cités posaient ces modèles, parce qu'ils n'avaient pas seulement des méthodes, ils n'avaient pas seulement des exercices spirituels, mais ils avaient un système théologique qui leur permettait de justifier les modes de vie qu'ils prétendaient mener. Alors, la réponse du point de vue de l'Antiquité, je ne sais pas, on peut peut-être... Si vous voulez, là, on est quand même obligé de faire intervenir quand même les systèmes doctrinaux qui servent de contexte. Parce que pour les stoïciens, pour dire les choses de manière simple, il y a une théologie en fait immanentiste, c'est-à-dire que le Dieu, parfois appelé Zeus, Logos, la raison divine universelle, n'est pas dans un arrière-monde. Hein. Elle compénètre physiquement la totalité du cosmos, et d'une manière qui est un peu difficile à comprendre pour nous, mais ce Logos, dont une étincelle, dont une parcelle constitue en fait le principe recteur, l'hégémonicon, en chacun d'entre nous, ce Logos est à la fois le principe, la raison des événements du monde, donc c'est effectivement lui qui régit l'ensemble des événements qui peuvent survenir, c'est la norme de la conduite, c'est la norme de la pensée, donc là il n'y a pas du tout
de recherche d'un Dieu, transcendant. Alors maintenant, dans d'autres systèmes de pensée, il peut y avoir effectivement une liaison entre l'idéal de divinisation et la pratique ascétique au sens grec du terme des vertus. C'est par exemple le cas dans le néoplatonisme tardif, où en fait, si vous prenez l'exemple de Proclus, qui s'est divinisé et qui a atteint la perfection du bonheur humain, de l'eudaimonia, en fait, au moins dans la théorie, c'est en ayant pratiqué l'ascétisme de chacun des degrés de vertu. Donc, à votre question, il y a des réponses différenciées, je dirais, selon les périodes ou les contextes doctrinaux. Là, on est obligé quand même de faire intervenir à nouveau la doctrine la plus technique. Alors, l'homoiosistéo est devenu, à la fin de l'Antiquité en tout cas, l'une des 6 définitions de la philosophie. Donc c'est une affaire un peu compliquée. Mais ma question peut aussi s'étendre à la philosophie contemporaine. Comment logiquement, sans faire intervenir une quelconque croyance, comment logiquement prétendre fonder ou justifier une vie meilleure, donc qui implique un exercice, si on reste qu'au niveau, disons, de la vie? Il y a, alors, vous avez même des néologismes travaillés, par exemple l'immanental, que l'on va essayer de voir, c'est-à-dire comment est-ce que je peux m'inspirer de quelque chose pour l'ici et maintenant. C'est vrai que si on prend l'exemple de Henry David Thoreau, la question de la nature est extrêmement clé. La nature est un exemple à suivre. Et l'exemple à suivre dans la nature, c'est dans quelle mesure je vis au rythme des saisons, la façon avec laquelle je me contente de très peu. Et donc il s'inspire de manière très claire. Là, je vous laisse vous décider si oui, il considère la nature comme un objet transcendant ou pas, ou comme une dimension transcendante ou pas. C'est pas ce qu'il veut en faire. Par contre, vous avez raison sur le fait de dire qu'il veut s'en inspirer. Et à ce titre-là, il y a chez Henry David Thoreau cette dimension de manière très claire, en disant comment est-ce que la nature peut l'être. Et d'ailleurs, quand il s'écarte de Concorde pour aller à Walden, c'est ce qu'il veut faire. Et tout le génie, si je puis dire, c'est le fait qu'il revienne ensuite à Concorde au bout de 2 ans pour justement dire ce que j'ai pu apprendre de la nature en m'y confrontant, comment je peux revenir à cet endroit-là. Donc c'est ce que je pourrais dire comme réponse. Est-ce que de juste enchaîner sur ce point, moi il me semblerait que pour Guérado, le but auquel on s'assimile, ce n'est pas du tout Dieu, c'est le sage. Le sage comme modèle transcendant, et c'est intéressant de noter que pour les stoïciens, la question de si un sage, un homme parfait, ait jamais existé ou pas, n'est pas vraiment très important. Il peut ne pas y avoir existé. Mais ce qu'Empirado, et ça fait partie de son perfectionnisme, nous pouvons quand même nous approximer un tout petit peu davantage sur les jours. Donc, je pense que Pierrado, tout son système, dans un sens, est fait dans l'idée de fournir un remplacement pour ceux qui n'arrivent plus à croire à un principe transcendant. Donc, c'est un immanentisme radical. C'est d'ailleurs, pour compléter votre point, c'est d'ailleurs ce qui va rendre la notion de spiritualité extrêmement clé. Parce que la spiritualité ne se dirige pas vers un Dieu, à proprement parler, mais elle se dirige vers l'homme, ou elle se dirige vers le philosophe, à proprement parler. Et c'est ce qui parfois rend la confusion d'exercice spirituel, est-ce le yola, pas le yola, etc. Mais c'est juste pour compléter. Elle peut être immanente. Absolument. C'est point. Absolument. Et vers le philosophe, pas vers le Dieu, comme monsieur l'a souligné. Absolument. Mutatis mutandis, on observe la même chose si on réfléchit à la notion de mystique et à l'expérience mystique de Pierrado.
qui est tout à fait décorrélé d'une perspective religieuse. Hein. Ce sont les textes sur le sentiment océanique de, je ne sais pas dire, de fusion, de communion avec la nature, d'où l'intérêt qu'il a pu porter au texte des rêveries de Rousseau, évidemment. Et là, on a une mystique sauvage, hein, c'est l'expression qu'il a reprise aussi, qui n'a plus de liaison avec... d'autant plus d'ailleurs que dans sa formation, il explique lui-même qu'à l'époque du séminaire, la mystique n'était pas de tradition tardo-antique et médiévale, n'était ni enseignée ni vue d'un très bon œil. Donc il n'en avait pas fait du tout l'expérience. Et ce qui est très intéressant, ce sont quelque part, il s'en prend un peu à Sartre en disant qu'il ne comprend absolument pas cette histoire de nausée et qu'il ne comprend absolument pas pourquoi le sentiment de l'existence devrait conduire à la nausée que décrit Sartre, alors que pour lui, ce sentiment de l'existence, c'est quelque chose, c'est un émerveillement. Hein. C'est un émerveillement, et il cite volontiers Rilke, disant « être ici est une merveille ». Donc il a, et ça c'est une source très importante aussi de sa pensée, quelque chose qui est de l'ordre, il faut bien le dire, de l'expérience personnelle, de l'expérience mystique personnelle, au sens de cette mystique immanente, sauvage, océanique, à laquelle dont il a fait mention, qu'il a tenté de décrire à plusieurs reprises, et que l'on comprend mieux en pensant que pour lui c'est l'inverse de la nausée sartrienne. Je vous remercie beaucoup. Je propose qu'on continue la discussion de manière plus informelle autour d'un verre, mais n'hésitez pas à venir nous poser vos questions et à continuer la discussion. Merci beaucoup pour votre présence.